Bonjour, dans cette communication avec Maël Le Pavin, nous essayons de lier éthique intellectuelle et contrat didactique et nous allons préciser ce que nous entendons par ce lien. Il s'agira de poser le problème didactique de la responsabilité épistémique, c'est-à-dire de quoi est responsable celui qui apprend, de quoi est responsable celui qui enseigne et comment rendre responsable celui qui apprend. Le problème qui se pose, c'est celui de la légitimité des croyances en jeu pour qu'il y ait une action conjointe efficace. Alors, deux théories concurrentes tentent de définir ce que peut être l'éthique intellectuelle. Nous allons les envisager très brièvement. Nous allons essayer d'envisager cet enjeu didactique lié à la responsabilité épistémique dans le cadre de la théorie de l'action conjointe en didactique. Et nous allons tenter de donner un exemple dans une situation en plongée sous-marine. Au cours de la discussion, nous essayons d'envisager, si vous le souhaitez, un autre exemple dans le cadre de l'aéronautique. Écoutez cette question parfois agressive que l'on pose à quelqu'un qu'on ne comprend plus. Mais à quoi joues-tu? Cette question sous-entend que les règles du jeu ne semblent plus être les mêmes pour les deux protagonistes et qu'ils ne peuvent plus s'accorder. Eh bien, c'est cette question de l'accord dans le cadre des apprentissages que pose très souvent la théorie de l'action conjointe. Elle le pose dans le cadre d'un jeu, c'est ainsi que la théorie de l'action conjointe modélise les apprentissages. Et la théorie de l'action conjointe tente de savoir comment professeurs et élèves agissent en s'accordant ou pas sur les significations de ce qu'il y a à faire en vue de concevoir les conditions des transformations qui sont requises pour résoudre les problèmes posés par la situation. Le point important, c'est l'accord ici sur les significations pour rendre accessibles, possibles, les responsabilités. Il s'agit donc de déterminer les conditions didactiques qui permettent aux uns et aux autres d'agir conjointement en ayant conscience de leur propre responsabilité. Cette question de la responsabilité prend un sens précis lorsqu'il s'agit de comprendre comment faire en sorte que les croyances de celui qui apprend sont modifiées et comment faire en sorte que ces croyances apparaissent légitimes pour qu'elles soient assumées. La question de la légitimité des croyances, c'est une question qui est posée en philosophie par l'éthique intellectuelle. Alors, comment faire en sorte que celui qui apprend exerce sa responsabilité en assumant des croyances nouvelles, en réformant des croyances nouvelles? Eh bien, la question de la légitimité, c'est la question de la norme objective de correction des croyances. C'est ainsi que définit Pascal Angèle l'éthique intellectuelle. Mais justement, quelle est cette norme de correction? Deux épistémologies sont concurrentes ici. L'évidentialiste considère que nos croyances doivent être justifiées pour être légitimes. Son éthique, de manière sommaire, dirons-nous, suit le principe de Clifford selon lequel nous ne devons croire que sur la base de preuves suffisantes. L'éthique des vertus, au contraire, estime que c'est en exerçant diverses vertus telles que la prudence, la persévérance, la confiance, que l'apprenant peut comprendre le sens d'une enquête qui vise à adopter de nouvelles croyances ou à réformer les anciennes croyances. Alors, la problématique en didactique est ici celle-ci. Si le système d'attente de celui ou celle qui apprend et de celui ou celle qui enseigne sont différents sur un plan d'éthique intellectuelle, c'est-à-dire si les normes de correction qu'ils ou elles adoptent sont différentes, comment l'enseignant peut-il produire des conditions didactiques pour créer un milieu propice? Comment? On peut se poser la question parce qu'un rejet précoce du milieu didactique peut être causé par un système d'attente structuré par une éthique intellectuelle qui délégitime les solutions pouvant apparaître pour résoudre le problème. Par conséquent, il semble être nécessaire de comprendre comment l'apprenant légitime ses croyances et celles qu'il devra adopter pour s'adapter à des problèmes nouveaux. Je vais poser ce problème-là, je vais essayer de le préciser dans un cadre précis, dans une situation qui s'est produite réellement. C'est en plongée sous-marine, 3 plongeurs sont les protagonistes de cette situation qui s'est déroulée.
le responsable du chantier n'est pas là, vous ne le voyez pas sur l'image. Il va être contacté par le plongeur, un jeune plongeur, responsable du chantier, sur le bord, près de la bouteille, qui s'occupe de la sécurité du troisième plongeur que vous voyez au fond de l'eau. Le canal est figuré par deux traits gris. Le plongeur qui réalise le chantier est au fond de l'eau. Il est relié au bord par un tuyau qui lui permet de respirer. Et au cours du chantier, le jeune plongeur, qui a été formé tout à fait normalement, s'aperçoit qu'un bateau arrive. Et à ce moment-là, il contacte le responsable du chantier, qui a 20 ans d'expérience, en lui demandant s'il doit faire revenir le plongeur qui est au fond de l'eau. Alors, regardez la situation, elle paraît simple. Le bateau va couper le fil de vie qui permet au plongeur sous l'eau de respirer. La situation est extrêmement simple. Interrogé, le responsable du chantier déclare ne absolument pas comprendre comment le jeune responsable de la sécurité ne peut pas prendre lui-même une décision et ne peut pas exercer pleinement sa responsabilité ici. Alors, quelle éthique intellectuelle semble être celle qui organise les croyances et les décisions du jeune plongeur responsable de la sécurité de celui qui est sous l'eau? Eh bien, il semble adopter le principe de Clifford d'une manière presque irrationnelle. Il considère que l'ensemble de ce qui est porté à sa connaissance n'est pas suffisant pour prendre ses responsabilités. Et il se tourne donc vers le chef de chantier qui manifeste, en manifestant le besoin de prendre conseil auprès d'une personne qui manifestement en qui il a toute confiance. C'est-à-dire qu'ici, on voit que le jeune plongeur responsable ne peut pas prendre ses responsabilités. Et au fond, ce que cela nous enseigne, c'est que si la responsabilité n'était structurée que par l'application de règles simples sur un plan épistémique, telles que je ne dois croire que sur la base de preuves suffisantes, alors nous serions souvent aussi embarrassés que le jeune plongeur. En effet, qu'est-ce qui nous pousse à juger que nous avons des preuves suffisantes? Ici, vous voyez, la situation était simple, simplissime. Le bateau va couper le fil. Eh bien, il semblerait que le jeune plongeur semble estimer qu'il n'a pas de preuves suffisantes, qu'il ne peut pas prendre de décision. Et ce que souligne cette situation, c'est que notre responsabilité épistémique, elle entre en jeu, manifestement, lorsque quelque chose de l'ordre de la confiance semble nous aider à prendre une décision. Ainsi, nous pourrons poser cette question, comment élaborer une éducation qui améliore l'apprentissage de l'exercice de la responsabilité? Eh bien, il semblerait que l'exercice de cette responsabilité soit lié à ce qu'on appelle un accomplissement, selon Israël Scheffler. Comprendre et apprécier sont des accomplissements. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à un désir d'accomplissement de la personne qui agit. Apprécier la quête de la vérité pour être responsable épistémiquement, si on n'apprécie pas la quête de la vérité, on peut difficilement être responsable épistémiquement, cela ne semble pas pouvoir être réduit à un mode opératoire qui applique un principe, comme par exemple croire sur la base de preuves suffisantes. Comprendre qu'il faut faire preuve de persévérance, de confiance, d'équilibre réfléchi, donc de vertu dans les apprentissages, ce n'est pas réductible à un savoir-faire ou un savoir appliqué. C'est une recherche d'accomplissement personnel qui garantit, certes partiellement, la personne d'apprendre à exercer sa responsabilité épistémique. En conclusion, voici ce que nous pouvons dire. Les croyances des personnes qui apprennent et des personnes qui enseignent sont formées parfois selon des normes différentes. Quel rôle jouent ces normes au sein des apprentissages? Il est possible qu'une étude des contrats didactiques, des systèmes d'attente en jeu, dans cette perspective, pourrait nous permettre de mieux comprendre les difficultés de créer un milieu didactique qui permette de rompre les contrats didactiques de manière durable. Durable en ce sens qu'une partie du système d'attente sera suffisamment mature, utile pour donner la possibilité à l'apprenant de s'adapter à de nombreuses situations futures. Merci pour votre attention.